Quelle précision les amis, 18h pile, nous sommes en direct sur 01net TV et comme chaque jeudi soir, c'est un vrai plaisir que de vous retrouver pour 30 minutes de débrief de l'actualité de la semaine avec Jérôme Colombin qui est à mes côtés. Salut Jérôme. Bonjour François, bonjour à tous. On n'est pas tout seul, vous allez le découvrir dans un instant. On se retrouve comme tous les jeudis soirs avec toute l'équipe de 01net et puis du labo 01net pour parler cette semaine tout d'abord de Nokia. Nokia qui bouge encore, il n'est pas mort, le Finlandais lance une tablette et une tablette sous Android. Voilà, pour vous dire un petit peu. Pourquoi, on va voir ça. Quelles sont ses spécificités et puis va-t-elle se démarquer de cette forêt de tablettes Android qu'on retrouve un peu partout. On va parler de musique en streaming, peut-être l'avez-vous lu sur 01net.com. Ça y est, il semblerait qu'Apple s'y mette. Beats Music serait intégré sur iOS dans quelques mois. On va en parler avec Eric Le Bourlou. Les Google Glass auraient du plomb dans l'aile. Les Google Glass vont déjà qu'elles sont lourdes. Oui, c'est vrai. Avec une batterie qui tient pas en plus. Le projet, en tout cas, fait jaser en ce moment, mais Delphine Sabatier, elle les a essayés au musée et il paraît que c'est très sympa. Et puis nous irons du côté du labo 01net, comme chaque jeudi, vous le savez, pour terminer ce 01 Live Hebdo, avec Bruno Cormier qui nous parlera de sa nouvelle télé, en tout cas, et je sais qu'il est tombé amoureux de cette télé, c'est la nouvelle télé LG OLED qui semble intéressante. Et puis, avec Émeric Siméron, on s'intéressera à une enceinte Bowers & Wilkins Bluetooth. C'est une première pour Bowers & Wilkins. Bowers & Wilkins Bluetooth. C'est pas facile. C'est pas facile à dire. Non, mais Bowers & Wilkins Bluetooth. Ça y est, j'y suis arrivé quand j'ouvre la bouche. Et c'est la première enceinte Bowers Bluetooth. On en parle tout à l'heure. Et voilà. Vous nous suivez sur 01nettv.com, sur YouTube, sur Dailymotion et sur la Live TV d'Orange. C'est 01 Live Hebdo, c'est parti. Évidemment, nous sommes en live. Évidemment, vous pouvez discuter avec nous, poser vos questions et réagir à l'actualité qu'on va évoquer ce soir. Hashtag 01 Live sur Twitter. Hashtag 01 Live. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, Jérôme, notre question 01net Orange. Comme chaque semaine, donnez-nous votre avis sur un fait d'actualité. Donc on parlait des Google Glass, on va parler des Google Glass. Croyez-vous encore aux Google Glass? Puisqu'on dit que certains développeurs laissent tomber leurs projets, certains possesseurs de Google Glass les revendent sur le web. Alors on vous a demandé votre avis. Pour l'instant, on est à 50% non. Vous ne croyez plus au Google Glass? Oui, 46%. Sans opinion, 4%. Voilà. On verra si ça évolue tout à l'heure après la chronique de Delphine. Voilà, qui va peut-être vous inciter à voter, mais vous pouvez d'ores et déjà le faire, 01net.com. Allez, 18h03, on s'intéresse à l'actu tout de suite. Et l'actu, eh bien, elle vient de chez Nokia, hein, Jérôme, puisque Nokia, contre toute attente, c'est vrai qu'il y a eu un petit teasing sur le web qui a duré quelques heures. Voilà, Nokia a annoncé une nouvelle tablette. On va en parler avec Christopher Seminelli. Salut Christophe. Bonjour François, bonjour Jérôme. Salut Christopher. Hein, bien sûr. À chaque fois, il te demande la fin de ton prénom. Je vais l'appeler Jean-Pierre maintenant. Oui, tu as raison. Non, tu devrais m'appeler Franck. Venge-toi. En fait, ce serait plus logique. Allez, Franck. Bon, Christopher, cette tablette Nokia, alors on l'a pas encore au labo. Non. Elle a été annoncée il y a quelques heures par Nokia. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Nokia n'est pas mort? Nokia n'est pas mort, loin d'être mort même. C'est marrant, ils ont fait du teasing avec une boîte, un genre de boîte noire. On se disait mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On pensait peut-être à un boîtier de télé. Oui, c'est vrai. Ça ressemblait assez, à une Apple TV, ça ressemblait pas mal à une Apple TV. Et finalement, c'était la boîte de la tablette. Donc ils ont fait du teasing sur la boîte de la tablette. Et donc très bonne surprise. Ouais. Oui, parce qu'en fait la boîte c'est l'emballage de la tablette. C'est pas mal ça. Bon, voilà. Ouais, ils sont bizarres, c'est finlandais. Mais moi, je ferai un teasing sur l'emballage de la boîte de la tablette. Ça. Le sachet. Cool. Mais en tout cas, très bonne surprise que cette tablette, donc de tablette qui s'appelle Nokia N1. Très proche de l'iPad mini 3 dans ses dimensions, dans le design. On a une coque arrière entièrement métallisée. Donc c'est 9 pouces, c'est ça? 7,9 pouces, format 4 tiers. Donc voilà, à peu près les mêmes dimensions que l'iPad mini, mais encore plus fine que l'iPad mini. Wow, comment est-ce possible? Plus légère aussi. Donc voilà, Apple, l'iPad mini 4, ils vont avoir fort à faire pour battre ce nouveau record. Alors que dire de plus? C'est une tablette sous Android, ce qui est quand même totalement incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Chez Nokia. Attention, c'est Nokia et non pas Nokia Microsoft. On rappelle que Microsoft a racheté uniquement la division mobile de Nokia. Ça inclut les brevets, les technos, et aussi évidemment tout le personnel de Nokia qui était dans cette division mobile.
Mais rien n'empêche aujourd'hui Nokia de sortir d'autres appareils sous sa marque avec d'autres systèmes d'exploitation et d'autres produits que des smartphones. Exemple, cette tablette, elle est fabriquée par Qualcomm de A à Z. Elle était conçue en termes de design par Nokia, mais c'est Qualcomm, pas Qualcomm, n'importe quoi, Foxconn. C'est très proche, n'importe quoi. Foxconn, c'est qui fabrique Foxconn, entre autres grand faiseur chinois. les iPhones, qui entre fabrique autres. beaucoup d'appareils pour Apple. Donc c'est Foxconn qui est véritablement derrière cette tablette et ils ont utilisé Nokia comme une marque, une licence de marque. Hein. Donc c'est pas véritablement Nokia qui l'a créé, c'est ça? Ils ont travaillé dans le développement, dans la conception, mais plutôt en termes de design, mais toute la partie technique, parce qu'il y a beaucoup moins d'ingénieurs aujourd'hui chez Nokia qu'il y en avait à l'époque où ils étaient presque flamboyants, on va dire. 40-50 000. Donc Foxconn s'est chargé de tout le développement technique, Nokia plus de la partie design et aussi marketing. Toute la campagne de teasing évidemment est opérée depuis le siège de Nokia en Finlande. Mais voilà, Nokia n'est pas mort et Nokia va ressortir des appareils, et à mon avis, assez surprenants. On se souvient, moi, il y a très longtemps, j'étais allé dans un hôtel, je ne sais plus dans quel pays, où il y avait des télé Nokia. Donc ça veut dire que demain, on pourra retrouver des télé Nokia. Fabriquer des écrans d'ordinateur Nokia, à tube cathodique. Ils fabriquent aussi des GPS, ils fabriquaient pas mal de choses. C'est une époque, en fait, Nokia n'est pas mort. C'est pas parce qu'ils ont cédé donc toutes leurs filiales mobiles à Microsoft qui vont s'occuper en fait, parce que ce qui reste de Nokia, c'est toute la partie réseau, infrastructure réseau qui garde Nokia Networks. Voilà. Donc là, on peut imaginer d'autres produits de la part de Nokia. La marque leur appartient encore, donc ils en font absolument ce qu'ils veulent. Cela dit, avec peut-être quelques contraintes, on est d'accord. Ça m'étonnerait qu'ils lancent un Windows Phone low cost dans les prochaines semaines. Hein. Dans le contrat, il doit y avoir des alinéas à ce sujet. Mais Nokia n'est pas mort. En tout cas, c'est un bon pari s'ils prêtent leur marque sur des produits qui sont aussi bien finis, en tout cas sur le papier. C'est assez prometteur. Mais ça va être quand même difficile de se démarquer parce que c'est une tablette Android de plus. Hein. Eh ben, peut-être que non, parce que franchement, il y a beaucoup de tablettes de ce format-là, de constructeurs très connus qui, franchement, sur le papier, ne sont pas à ce niveau. D'autant que le prix annoncé de $249 pour un gros processeur. Il y avait une question justement. $249, on a un gros processeur Intel 64 bits. Lollipop 5, vraiment une machine vraiment sympa, quoi. Bon, on attend de voir. Avec un bel écran. On la reçoit quand? Pour les beaux. À partir de février, apparemment. D'accord. Oui, d'accord. Donc on pourra réveillonner sur la tablette Nokia. Mais en tout cas, nous, on a hâte de la recevoir pour voir ce qu'elle a dans le ventre. D'accord. Vraiment. Nous avons aussi Corentin qui nous dit tiens, peut-être des objets connectés pour Nokia dans les semaines ou les mois qui viennent, pourquoi pas. On peut s'attendre à tout. Mais ça va être intéressant de suivre un petit peu les rebondissements de cette marque mythique, mine de rien, qui a quand même une belle aura encore. Juste une petite précision, elle a une prise micro USB réversible. Ah oui, c'est vrai. Ce qui est hyper sympa. Ça, c'est génial. Donc, encore une fois, on se rapproche de ce qui se fait avec l'iPad mini et leur câble Lightning, qu'on peut utiliser dans les deux sens. Et c'est vrai que c'est beaucoup de soucis en moins le soir, quand on branche son appareil. Quand on parle de câble, Jérôme se réveille d'un coup. Là, on lui a parlé de prise mini réversible. Ah ouais, c'est génial. Donc Jérôme pète un câble. On avait présenté une voiture volante qui arrivait dans le studio, quoi. Là, c'est une prise USB réversible, quoi. Non, mais je veux dire, il y a toute une symbolique et toute une histoire derrière. Oui, c'est clair. Voilà, c'est l'histoire de l'USB, c'est tellement pratique. USB qui était en retard par rapport au Lightning, c'est la vie de tous les jours. C'est magnifique. Allez, j'en dis pas plus. Tout va bien, Jérôme. Bon, allez, passe la parole à Eric alors. Si vous voulez réagir, tiens, donnez-nous votre avis. Qu'en pensez-vous de ce retour de Nokia? Dites-nous. #01live sur Zeronet TV. USB réversible, c'est bien, non? Oui, visiblement, c'est pas mal. Non, mais t'as raison, c'est pas mal finalement. Bien sûr. Christopher, merci. Et on va maintenant s'intéresser à une autre. Attends, juste, on a une question. Est-ce que la tablette est étanche? Non. Je sais pas. Il l'aurait dit. J'adore. Écoutez, micro USB, qu'est-ce que ça donne? Ça suffit. Éric Le Bourlou nous a rejoint. Bonjour. Salut Bonjour Eric. Et bienvenue Éric Le Bourlou de la rédaction de Zeronet. On va parler avec toi de Beats Audio. Ouais. Est-ce que juste avant, on pose la question à Eric à propos d'une autre tablette qui a fait parler d'elle cette semaine, qui s'appelle Joula, c'est ça? Joula, ouais. Alors très brièvement, c'est quoi cette tablette? C'est une tablette justement qui a été conçue par des anciens de Nokia. C'est ça qui est drôle. Ce sont des anciens de Nokia qui ont conçu cette tablette. Et cette tablette a ce site particulier qu'elle ne tourne pas sous Android, enfin pas exactement. Elle tourne sous un OS qui s'appelle Selfish et qui est donc un OS qui sort de nulle part, enfin pas tout à fait. C'est un ancien OS qui s'appelait Migo. Christopher connaît
connais très bien ce système aussi, qui a disparu. C'était censé être le nouveau OS de. C'était fait par Intel, mais Nokia. C'était sur le N900 de Nokia. Voilà. Et en fait, ce fameux MeeGo était censé devenir le nouveau Symbian de Nokia. C'est un super OS. Et voilà, c'est un super OS. Et en fait, il n'est pas complètement mort. Il s'est transformé, il a muté en ce Selfish OS qui est aujourd'hui dans cette tablette. Dans le cimetière des OS, vous avez le web, le WebOS. Qui n'est pas au cimetière puisqu'il est dans cette fameuse télé LG notamment. On découvrira tout à l'heure avec mais cette tablette est particulière parce qu'elle fait tourner évidemment des applications natives pour son propre système, mais elle est aussi capable de faire tourner des applications Android. Alors, ce qu'il y a de particulier aussi avec cette tablette, c'est que ça a été conçu avec un soin de design particulier. Elle a été aussi crowdfundée sur Indiegogo et là, ils ont déjà dépassé leur objectif, donc elle sera disponible. Et il y a pas mal d'attentes en fait sur ce produit, étonnamment. C'est une tablette, on aura l'occasion de la tester aussi, mais on va voir ce que ça donne. Et ils promettent en fait une expérience du multitâche qui sera bien meilleure que ce qu'on a sur Android ou sur iOS. Donc voilà. Avec une appli de 3 Et je le vois aussi, ils mettent aussi un accent sur la vie privée parce que c'est aussi quelque chose de très important aujourd'hui, depuis qu'on sait que tout ce qu'on a sur nos smartphones peut être regardé par la NSA assez facilement. Ils mettent aussi vraiment en avant ce côté vie privée. Vos données sont sécurisées ou en tout cas autant que faire se peut sur ce matériel. Bon, très bien. Joli. Là, on n'a pas de date de sortie, on ne sait pas trop. Si, c'est pour le début de l'année prochaine. Début de l'année prochaine, d'accord. Vous allez avoir du boulot là-bas, entre la Nokia et la Joula. Ça n'a pas rigolé. Très bien. Merci Eric Le Bourlou. Merci. Mais non, c'est pas fini. Pourquoi je dis merci Eric, il est toujours là, puisqu'on va parler de Beats Audio quand même. C'est quand même le gros morceau. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe du côté de chez Apple? Ça y est, on a l'impression qu'ils assument leur achat de Beats. Alors en fait, déjà ce qui se passe, c'est que c'est un papier, pour l'instant ce n'est pas officiel, c'est un papier du Financial Times, donc qui n'est pas n'importe quel journal. Donc en général, quand ils balancent une info, ils sont à peu près sûrs de leur info. C'est crédible. Et ce qu'ils annoncent, c'est qu'effectivement, Apple va bientôt embarquer Beats Audio, Beats Music, excusez-moi, pas Beats Audio, Beats Music dans tous les appareils iOS. Donc vous achetez un nouvel iPhone, vous aurez par défaut Beats Music sur votre iPhone. Donc Beats Music, c'est quoi? C'est du Spotify en fait. Alors on l'avait testé, d'ailleurs on me rappelle qu'on avait fait on en avait parlé un peu ici, on l'avait testé à l'époque où c'était sorti. Et vous aviez bien aimé d'ailleurs. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce logiciel et je continue d'ailleurs à l'apprécier. C'est effectivement un service de streaming à la Spotify, mais qui est un petit peu différent. Déjà c'est beaucoup plus design comme on le voit là, c'est plus joli, c'est bien fait, il y a des petites animations, etc. Et surtout ils ont ce qu'ils appellent des curateurs entre guillemets, qui en fait ont créé des playlists sur tous les genres de musique possibles et imaginables, ce qui fait qu'on a très vite des sélections de musique qu'on n'avait pas sur Spotify jusqu'alors. Ils commencent à s'y mettre. Mais c'est éditorialisé. Voilà, c'est éditorialisé et c'est plutôt très bien fait. Et donc ce service qui existait avant qu'Apple ne le rachète est maintenant en fait toujours disponible aux États-Unis, mais connaît un bid assez certain, il faut bien dire ce qui est, puisqu'ils n'ont qu'à peu près 100 000 abonnés, ce qui est absolument ridicule face aux un peu plus de 10 millions maintenant d'abonnés payants, parce qu'évidemment c'est payant, 10 € par mois, 10 $ par mois de Spotify. Et donc là ce serait payant dans les iPhones? Alors ce serait payant évidemment. Le truc c'est que Apple débarque, il y a à peu près 450 millions de comptes iTunes activés si vous voulez. Si Apple dit voilà maintenant Beats est compatible, Beats Music compatible avec votre compte iTunes, il y a potentiellement 450 millions de clients. Faut comparer ça aux 15 millions, même pas d'abonnés Spotify. Un potentiel de 450 millions de clients qui ont directement ce logiciel sur leur téléphone, leur iPad, leur iPod. Ça peut être un coût énorme pour Apple pour se lancer sur ce créneau de la musique en streaming. Et en fait, effectivement, ce ne sera pas forcément le même prix, puisqu'on sait qu'Apple est en train, en coulisses, de discuter avec les maisons de disques pour essayer de faire baisser ce prix de 10 € pour que ça soit un peu moins cher. Et effectivement, et on sait bien que s'ils arrivent à faire, c'est exactement le même catalogue que Spotify, vous n'aurez pas de différence. Donc s'ils arrivent à arriver à un prix un peu moins élevé que Spotify ou Deezer, c'est sûr qu'ils vont ça ferait très mal. Ça ferait très mal. Ça peut être potentiellement Spotify et Deezer qui vont être contents. Oui, ils doivent être très contents de l'arrivée d'une application préinstallée qui vient concurrencer directement leur business. D'ailleurs, je pense que ça peut poser des problèmes. Ça pourrait poser des problèmes effectivement, mais bon, ça existe déjà, parce que quand vous avez, c'est disponible sur Android aussi. C'est tout à fait disponible sur Android, mais peut-être que demain ça disparaîtra parce qu'on connaît Apple. Alors l'autre truc qui est intéressant dans ce papier du Financial Times, c'est qu'ils disent que cette sortie pourrait être concomitante avec celle d'Apple Watch et que en fait cette application fonctionnerait de concert avec l'Apple Watch, qu'Apple développerait une application spécifique pour sa montre connectée qui marcherait avec Beats Music. Donc ça aussi c'est assez intéressant parce que
le Financial Times évoque la date du mois de mars. Il serait possible donc que l'Apple Watch sorte aussi au mois de mars du coup. Eh bien, tu vois, voilà, on risque d'avoir un début de printemps ou une fin d'hiver assez chargé du côté d'Apple. Bon, on a encore plein d'inconnus. Est-ce que véritablement ce service pourrait baisser de prix et passer à $5 ? Ça, c'est pas sûr. Ça, ce ne sont que des suppositions. Est-ce que l'album de U2 sera mis dans les favoris de l'application ? Et est-ce que ce sera un succès ? Parce que iTunes Radio, qui a été lancé aux États-Unis, qui a été bundlé, en fait, pareil, de la même façon, n'est pas vraiment un succès. Donc, c'est possible aussi que Apple fasse un bid et que les gens ne soient pas contents. Ouais. Et puis on parlait aussi de qualité d'audio. On peut imaginer aussi qu'Apple mise aussi sur l'audio HD, comme beaucoup de ses concurrents aujourd'hui. Est-ce qu'on pourra avoir un service de Beats Audio avec cette qualité audio HD qui pourrait être annoncée ? Tout à fait. Pour l'instant, beaucoup d'inconnus. Merci Eric Le Bourlou. Merci Eric. Je peux vraiment te dire merci. Eric Le Bourlou de la rédaction de 01net.com. À suivre le Labo 01net dans quelques minutes avec la TV OLED de Bruno Cormier et puis une enceinte Bowers & Wilkins Bluetooth d'Aymeric Siméon. Je m'en sors plutôt bien. Mais auparavant, on fait peut-être un point sur la question 01net Orange. Si tu veux, tout à fait. Croyez-vous encore au Google Glass, dont on va parler dans un instant avec Delphine Sabatier? C'est la question 01net Orange du jour. Non à 61%. Ça évolue, pas mal. Oui, 34%, sans opinion, 5%. Continuez, vous pouvez voter sur 01net.com dans l'article du 01 Live Hebdo. Messieurs, merci. Et tout de suite, on accueille Delphine Sabatier. Bonsoir Delphine Sabatier. Bonsoir. Le retour de Delphine qui nous a beaucoup manqué ces dernières semaines. Ouais, c'est réciproque. C'est vrai. Vous nous avez fait défaut là pendant 2 semaines. D'ailleurs, les plaintes pleuvaient sur Twitter. C'est ça, on a reçu plein de recommandés avec accusé de réception. C'était terrible. Donc Delphine Sabatier, directrice des rédactions de 01net, c'est notre Zoom Actu et on va parler de Google Glass parce que vous les avez essayés ces Google Glass. Et oui. Et alors Delphine, il y a 2 ans, c'est vrai que rappelons-nous, c'était il y a 2 ans qu'ont été dévoilés les Google Glass, les fameuses lunettes connectées. Mais aujourd'hui, 2 ans plus tard, le marché reste embryonnaire. On voit pas des gens dans les rues par centaines de milliers avec des Google Glass. Bref, les Google Glass auraient-elles du plomb dans l'aile ? Il y a des rumeurs qui courent. Est-ce que Google pourrait abandonner ce projet ? Oui, alors déjà, ils ne sont pas en vente en France. C'est pour ça qu'on n'en voit pas dans la rue. Faut pas trop dramatiser. Mais c'est vrai que vendredi aux États-Unis, c'était carrément le cauchemar puisqu'on a vu Sergey Brin, le cofondateur de Google, sortir dans la rue sans ses Google Glass. Il paraît qu'il ne les quitte jamais normalement. Mais que s'est-il passé ? Je ne sais pas. Bon, et puis il y a aussi, c'est vrai, des explorers, comme on dit, qui ont récemment jeté l'éponge et décidé d'arrêter de développer pour les lunettes de Google. Le lancement commercial, on l'a dit aussi, se fait attendre. C'est pas avant 2015. Donc ça, c'est des mauvais signes, d'accord. Mais je dirais qu'il n'y a pas de quoi enterrer non plus un projet de wearable computing. Je rappelle quand même que les objets connectés et l'informatique qu'on porte sur soi, c'est l'avenir. Bien sûr. On le sait tous. Bien sûr. Par ailleurs, Google a quand même pris de l'avance sur ce sujet. Il serait très étonnant qu'ils mettent fin à ce projet. On peut quand même se poser des questions sur les Google Glass. Est-ce qu'elles resteront en l'état tel qu'on les connaît ? Ça, c'est pas sûr. C'est vrai que pour l'instant, c'est un prototype et qu'il y a des évolutions qui sont vraiment attendues. Par exemple, elles sont trop chères. La batterie est insuffisante. Le pilotage, il est quand même assez limité. Bon, donc le produit final, il se pourrait effectivement qu'il soit différent de ce qu'on connaît aujourd'hui des Google Glass. Mais que Google lâche le marché des wearables, ça, je n'y crois pas. Ouais. Donc Delphine, on a bien compris que vous croyez à l'avenir des Google Glass. C'est peut-être parce que justement vous avez eu la chance de les tester dans un cadre exceptionnel au Grand Palais pour visiter l'exposition Niki de Saint-Phal. Qu'avez-vous pensé de cette expérience ? C'est vrai que j'ai eu de la chance, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit avant. Alors, c'était pas une première mondiale, mais c'était quand même une première en Europe et une première en France. Donc voilà, il s'agissait de visiter l'exposition Niki de Saint-Phal avec des Google Glass. Pour moi, tout était nouveau. Et les Google Glass au Grand Palais, Niki de Saint-Phal et l'application que j'ai découverte aussi. Ça fait beaucoup de nouveautés. Franchement, Niki est sympa. Alors, premier renseignement, Niki de Saint-Phal, en fait, c'est assez trash. Et, d'accord. Et c'est même plutôt noir, mais je vous conseille. Ça te plairait ? Oui, j'adore. Les Google Glass, ensuite, j'ai trouvé que c'était très bien pour visiter une expo, mais j'ai rien trouvé de révolutionnaire. Vous verrez pourquoi.
Oui. Et Guidigo, j'ai découvert aussi, c'est le nom d'une petite boîte française qui est spécialisée dans tout ce qui est visites culturelles, sportives, ludiques. Et elle est déjà célèbre aux États-Unis puisqu'elle fait partie des 10 sociétés qui ont été sélectionnées pour le programme Glass at Work. Donc, je vous résume rapidement, c'est un programme qui permet de développer des applications donc, pour les Google Glass et qui va les certifier quand elles sont optimisées, lancées par ces 10 sociétés partenaires. Et puis, ça leur offre une place d'office aussi dans le Glass Store, qui est encore assez pauvre quand même. Le Glass Store, rien à voir avec les glaciers. Non. On est bien On est d'accord. beau, on a envoyé des Ouais. images de nous deux avec De des quand Google on Glass. avait essayé les Google Glass. Ça nous va ouais, super tout à bien. fait. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez aimé finalement dans cette ou aimé et moins aimé dans cette visite à la fois virtuelle et réelle? J'ai bien aimé le surf avec les Google Glass. Au début, on craint la galère, hein. Le truc qui va plomber la visite parce Ah qu'on ouais. va se perdre dans les menus. Et en fait, pas du tout. Très vite, moi, en 5 minutes, c'était comme inscrit dans mes gènes. Donc, je scannais les œuvres, je zoomais, je zappais, je revenais en arrière. J'étais devenue la reine des Google Glass. Voilà, super fière. Même si j'ai vu justement que mes voisins étaient tout aussi doués que moi. Ah. Donc, premier bon point, quand même, l'utilisation est très simple. Les lunettes, elles se font totalement oublier sur le nez. Elles sont très légères et c'est assez sympa à utiliser. Ce que j'ai vraiment moins apprécié, c'est l'affichage. Franchement, l'écran est tout petit Ah oui. et la qualité des images était moyenne. Bon, et en termes de contenu, parce que c'est ça qui est intéressant, avoir sur le nez des Google Glass, ça apporte quelque chose lors de la visite d'une expo? Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, une œuvre de sculpture Niki Saint-Fa, ça peut être très grand, très complexe. Donc là, les lunettes permettaient d'afficher à l'image par couleur les détails qu'il fallait absolument observer. Donc ça, c'était intéressant. D'autres fois, on affichait simplement une photo d'archive où on voyait Niki Saint-Fa jeune ou alors un personnage qui avait participé. C'est un complément de l'œuvre en fait. C'est un complément de l'œuvre. On n'est pas du tout connecté à Internet. On ne peut pas aller sur Wikipédia ou 01net.com pour en savoir plus. Non. On est dans un circuit fermé, ce qui est d'ailleurs très rassurant parce que l'utilisateur ne se perd pas dans l'exposition, il ne part pas ailleurs, il reste tout le temps concentré sur sa visite. Et puis, il n'y a pas de risque, comme on a pu le voir ou dire, de piratage pendant l'exposition, des gens qui prennent des photos. Avec leur smartphone, oui, mais avec les Google Glass, non. Voilà. Donc, au final, moi, j'ai trouvé que c'était bien, mais pas du tout surprenant. Pour ceux qui ont déjà utilisé un audio guide, on est vraiment très proche de ce genre d'expérience. Ouais, c'est le même concept. On a une voix qui nous raconte à l'oreille ce qui se passe. Alors, on a une petite oreillette pour pas déranger les voisins. À chaque fois qu'on passe devant une œuvre qui peut être commentée. Donc la différence, c'est ce que je vous ai dit, c'est que ça ajoute des images, alors parfois utiles, parfois vraiment pas indispensables. Mais ça peut être aussi un point positif puisque finalement, elles ne perturbent pas du tout la visite de l'exposition. C'est-à-dire qu'elles se font très discrètes. Les images qui apparaissent s'effacent pratiquement tout de suite, au bout de quelques secondes. Donc on peut regarder l'œuvre avec ses vrais yeux et pas seulement à travers des lunettes. Donc au final, si je devais résumer mon avis sur les Google Glass, je dirais j'aime, mais je suis pas encore fan. Donc vous cliquez j'aime, mais Mais- pas super j'aime. Non, En gros, c'est ça. ouais, je ne m'abonne pas. Mais ça, Ouais. en fait, on voit bien que c'est une des applications, mais qui est vraiment très très spécialisée. Et c'est peut-être ça l'avenir des Google Glass, des tas d'applications spécialisées. Je nous vois mal tous, dans 5 ans, avoir des Google Glass dans la rue, parce que je pense que ça va même Ouais. poser des problèmes de vie privée, parce que mine de rien, on peut photographier avec ce genre d'appareil, Ouais. et je ne pense pas que... Mais en revanche, il y a des tas d'applications professionnelles intéressantes. Hein. Ouais, La bien médecine, la formation professionnelle. Tout J'ai vu à qu'aux fait. États-Unis, il y a dans un KFC, les gens vont apprendre à faire des hamburgers avec des Google avec Glass. des Google Glass. Et oui. C'est le projet Glass at Work, c'est vraiment 10 secteurs d'activité, Ouais. 10 entreprises. Vous allez voir qu'on va se retrouver avec des Google Glass dans un KFC un jour. C'est terrible. Merci Delphine. Je vous en prie. Delphine Sabatier, directrice de rédaction de 01net. Jérôme, je sais que tu attends ce moment avec impatience. On va parler- Presque tout autant que on va parler de Delphine câbles Sabatier. On va parler de micro USB réversible. Yes. Non, on va parler de TV OLED et d'enceintes Bluetooth haut de gamme avec Bruno Cormier et Aymeric Siméon qui nous rejoignent tout de suite. Toujours ce hashtag 01live qui vous tend les bras. Allez-y sur Twitter, posez-nous vos questions, réagissez au sujet qu'on évoque
comme par exemple les Google Glass il y a un instant. Avec il y a des petits commentaires sur les Google Glass, notamment. Oui, des lunettes à recharger toutes les 3h30, ça craint, c'est Ludovic. C'est vrai qu'il y a un problème d'autonomie avec les Google Glass. On en reparlera, c'est un sujet sans fin, les Google Glass. Eric aussi qui nous dit qu'il y a des Google Glass à la française, on les avait il y a quelques temps de cela. Est-ce qu'elles peuvent rivaliser avec les Google Glass, donc les vrais Google Glass? Très bonne question. Bon, 18h25, on accueille Bruno Cormier. Salut Bruno. Bonsoir. Bonsoir Bruno. Bruno qui est venu avec sa télé. Non. Presque. Elle est à côté. C'est vrai, elle est où la télé? Elle est dans son loin, salon. On va la voir, vous allez la voir elle quand est bien même. au chaud, mais vous la verrez, mais elle est bien au chaud dans nos labos. Bon, parce que des télés, alors en ce moment, il y en a énormément. Celle-ci a une particularité, c'est une télé OLED, et c'est l'une des premières télé OLED vraiment séduisantes, c'est ça Bruno? Disons séduisante et pas trop cher, relativement abordable pour les passionnés en tout cas. Regardez cette image déjà, on a vu un petit bout là, c'est impressionnant. Déjà rien qu'avec la caméra, on se rend compte du contraste et de la luminosité. Je me faisais la même remarque. C'est impressionnant. Alors l'OLED c'est magique, les noirs sont parfaits, l'image est ultra nette, les couleurs sont très vives, on a l'impression de pouvoir toucher la matière, souvent c'est assez impressionnant. Donc celle-là, elle coûte sur le marché, on peut l'acheter à 2790, ce qui est pour une technologie OLED 55 pouces, donc c'est quand même une grande taille. C'est un grand format. C'est pas beaucoup, surtout qu'aujourd'hui LG fait un remboursement jusqu'au 31 décembre de 500 €, donc on va la toucher 500 € en moins. Ah ouais. Voilà, un distributeur fait 50 € de réduction en plus, donc on peut vraiment la toucher à 2250 à peu près. Pour là, l'OLED 55 pouces. Voilà, pour une OLED 55 pouces, ça commence vraiment à être sympathique pour les passionnés, quoi. Oui, parce que ça reste malgré tout une télé haut de gamme, et on peut imaginer qu'une télé haut de gamme 55 pouces en LCD, c'est quoi, 1000 €, 1500 €, c'est ça? Non, en 55 pouces en très haut de gamme. Alors, c'est pas c'est plus, on va dire là c'est le bas de gamme du OLED, mais le OLED est très cher quand même. Mais en haut de gamme LCD, ça peut monter au même prix, 2000, 2500 € pour du 55 pouces chez Samsung notamment, ça peut monter très vite. Donc c'est pour ça que je dis que cette OLED est pas plus chère finalement qu'une télé parce LCD qu'elle a des fonctions haut de gamme. connectées malgré tout. Elle est sous WebOS, donc elle a une interface très sympathique à regarder, c'est très fluide. C'est chouette. On dirait un peu du Windows, tiens. Oui, c'est vrai. C'est très convivial. C'est assez sympa à utiliser, surtout qu'il y a une télécommande gyroscopique qui permet en fait un peu comme la Wii, qui permet de diriger un pointeur sur l'écran, et ça marche très bien. Alors ça existe depuis assez longtemps chez LG, mais c'est une réussite totale. Donc c'est un téléviseur incurvé, on le voit. C'est un téléviseur incurvé, très légèrement incurvé. D'accord. Donc ça, c'est pas du tout gênant. Est-ce que ça apporte quelque chose? Je suis toujours pas convaincu personnellement, mais en tout cas c'est pas gênant du tout. Le seul problème objectif de l'incurvé chez les téléviseurs, c'est que ça augmente la taille des reflets en fait. Un reflet qui serait tout petit sur un écran plat, va être complètement étiré. C'est un halogène derrière la télé, c'est fini. On ne saura jamais s'ils ont fait les téléviseurs incurvés véritablement parce qu'il y a un bénéfice consommateur ou simplement parce qu'ils avaient un problème technique qui fait que si elle était plate, elle serait moins solide, elle se torderait moins souvent. Surtout etc. pour l'OLED qui est très souple puisqu'elle est extrêmement fine, elle fait moins d'1 centimètre d'épaisseur. Donc là, par rapport aux dernières OLED, aux précédentes OLED de LG, elle est beaucoup plus belle avec un cadre beaucoup plus rigide. Et là, c'est ce qui fait vraiment avec un pied en aluminium et ça, ce qui fait que ce téléviseur est beaucoup plus charmant en fait. Ouais, elle a une bordure minuscule. J'ai entendu récemment de la part d'un fabricant que quand même faire un téléviseur LCD courbé, pas OLED, mais LCD courbé, ça leur coûte 15% de plus à la fabrication en termes de prix. Donc c'est pas uniquement une astuce pour pouvoir faire que la télé soit plus rigide. Ouais. En gros, si j'ai un budget de 2000 €, donc c'est quand même une somme, on est d'accord, mais si j'ai 2000 € que je dois acheter une télé, il faut se tourner vers ce modèle. Voilà, alors c'est une Full HD, c'est pas une 4K, mais dans la mesure où il n'y a pas de source 4K, il n'y en aura pas avant très longtemps, à part si vous êtes sur Netflix, et encore ça va être des sources 4K de qualité tout à fait... je veux dire, ce ne sera pas comparable avec du Blu-ray en 4K, le débit sera limité. Je veux dire, le 4K, on le verra en 2016 minimum pour les sources, surtout en broadcasting. Dans la mesure où le 4K n'existe pas vraiment, oui, on peut se permettre d'acheter cette télé en Full HD et d'avoir une image absolument magique. Le seul défaut de cette télé, c'est que peut-être qu'elle va manquer un petit peu de luminosité, et encore, ils se sont beaucoup arrangés dessus, puisqu'ils ont légèrement modifié la matrice OLED et tout ça, et que certains
bien. La luminosité va varier parfois. Honnêtement, dans les films, c'est très peu gênant et la qualité d'image est vraiment magique, quoi. Alors, c'est juste une chose, il paraît que certains connaisseurs, en tout cas, qui sont spécialistes dans ce domaine de l'image, parfois hésitent entre une télé 4K LCD et une télé OLED Full HD parce que en fait, parfois la différence c'est le dilemme, est très ténue parce qu'on a de tels contrastes sur une OLED que finalement, ça peut commencer le fait d'une plus basse résolution. Voilà, ouais. Surtout qu'en général, on est à 3 mètres d'une télé et à 3 mètres, de toute façon, la 4K, on la voit plus. Hein. Voilà, et puis que de toute façon, la 4K, ça n'a pas de raison d'en parler puisqu'on n'a pas de source 4K. Oui, voilà, donc ça sera dans plusieurs années. C'est un peu le dada de François, donc on est obligé d'en parler. Désolé. Hein. Ouais, moi, c'est la 4K, lui, c'est des câbles. On a chacun nos trucs, quoi. C'est comme ça. Merci Bruno. Merci Bruno. On est en retard, mais nous sommes très heureux de recevoir Aymeric Siméon. Avec son magnifique t-shirt Diablo. On voit que là, il y a des concours qui doivent se faire quand même. Là, regardez, la nuit, Aymeric met son t-shirt Diablo et il se passe des trucs incroyables sur le web. Complètement. Terrible. Mais entre deux parties de Diablo, ouais. Il y a malgré tout Aymeric, cette petite enceinte. Tu es venu avec... Alors moi je trouve que ça ressemble à un poste de radio. Oui, c'est vrai, on dirait un poste FM. C'est vrai. Alors c'est la toute dernière création de Bowers & Wilkins. Voilà, grande marque. Voilà, grande marque connue, un peu plus confidentielle que des Bose, des Harman, etc. Hein. Donc elle s'appelle T7. Et c'est une petite révolution, on va pouvoir dire ça comme ça, puisque en fait c'est la première enceinte Bowers qui soit Bluetooth. Puisqu'avant Bowers c'était un grand copain d'Apple, il fonctionnait beaucoup avec le AirPlay, ils adoraient le AirPlay, et là on se met au Bluetooth. Donc ça veut dire qu'on s'ouvre un petit peu chez Bowers. Enfin, et elle n'est que Bluetooth ou elle n'est que Bluetooth et AirPlay? Ah non, elle est que Bluetooth. Que Bluetooth, voilà. Compatible aptix. On peut pas avoir les deux. Voilà. C'est-à-dire que le marketing, là, voilà, ils ont cédé au marketing et puis surtout au tsunami d'enceintes Bluetooth. Bowers & Wilkins étaient obligés d'arriver sur ce segment. Oui, alors il y a ça d'une part, et puis d'autre part, l'un des représentants de la marque nous le confiait aussi, c'est qu'aujourd'hui AirPlay, hormis dans on va dire dans le microcosme Apple ou des utilisateurs avancés d'Apple, quand on est en grande surface, etc., essayez de trouver un vendeur qui va être capable de vous expliquer ce qu'est l'AirPlay de façon, on va dire, simple et probante. Ouais. Chez Bowers, a priori, ils ont fait des essais et ils n'ont pas été tout à fait ravis du résultat. Donc, il y a ça aussi. C'est-à-dire que le AirPlay, on a beaucoup de mal à le vendre, on a beaucoup de mal à l'expliquer. Alors que le Bluetooth, finalement, j'approche mon téléphone, il est Bluetooth, je l'appaire avec mon enceinte. Donc là, avec la T7, ça se fait en 2 secondes, top chrono. Voilà, et puis en plus, on peut avoir un iPhone, on peut avoir un Android, un Windows Phone, ça marche sur tous les appareils. Même avec un PC, on peut. Mais chaque techno, je trouve, a son avantage parce que le Bluetooth aussi, on est accroché. Donc, si on veut mettre un autre, se connecter à un autre, il faut se désappairer. Alors aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de. Alors effectivement, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'appareils qui effectivement demandent de se désappairer, mais gardent en mémoire les 8 derniers appareils. 8 derniers appareils, oui, c'est ça. 8 derniers appareils qu'on a appairés avec l'enceinte. Donc, typiquement, j'ai 8 smartphones chez moi. Bon, quand je passe de l'un à l'autre, je ne suis pas obligé d'avoir oui, voilà. Par exemple, au labo, quand on fait nos tests, on n'est pas obligé systématiquement de réappairer de façon un peu laborieuse l'enceinte avec le téléphone. L'enceinte le concerne. Aymeric et le son, parce que c'est important. Alors, le son Bowers, alors voilà, il y a un son Bose, il y a un son Harman, il y a un son plein de choses, enfin, il y a un son Beats, on en parlait tout à l'heure. Voilà, le son Bowers, alors c'est un son qui plaît généralement aux audiophiles, parce que relativement neutre. Des touches de commande sensitives tout à fait. Alors en fait, elles sont pas sensitives. Si on appuie dessus, il y a un poète. On sent que ça, il y a un petit poète. Voilà, ça, il y a un peu de retenue. Je crois qu'on va garder ça pour Bowers. Vous avez des boutons poète, les amis. Voilà, il y a donc voilà. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, voilà. Le son, très bien. Elle est bonne ou pas? Ouais, ça va. Alors c'est pas mal. Plutôt pour audiophile. Faut avoir quand même de bons fichiers. Alors on s'entend. Si on essaie de lire du MP3 128 kg cracra tout droit sorti d'iTunes, voilà, si on n'a pas fait un petit effort quand même d'encodage de sa musique, si on n'a pas de bonnes sources, on n'aura pas de toute façon un bon résultat. C'est dans la musique, c'est comme ça. On a une question de Romain, quid de l'autonomie? L'autonomie, alors Bowers annonce 18 heures. On va être tout à fait transparent avec vous. Elle est arrivée au labo il y a 2 heures. Donc pour l'instant, on n'a pas eu le temps de vraiment voir ce qu'elle valait, mais on va s'y atteler. Le son est bon. Je reviens sur le son. Il y a 2 radiateurs passifs à l'intérieur. Alors on va pas rentrer dans les
les détails, mais ça permet une très bonne restitution des basses. Ah ouais. Et cette espèce de structure alvéolée là qu'on voit qui Oui, encadre, des deux côtés. voilà, des deux côtés. C'est un Alors, nid d'abeille, en fait. voilà, signe Ouais. d'abeille. Alors chez Bauer, ça s'appelle la technologie Matrix, et c'est une techno qui est À travers, que en l'on plus. retrouve dans les enceintes très haut de gamme. Qui sert à habiller les enceintes de Bowers qui équipent tous les grands studios d'enregistrement comme celui de Bay Road Bravo. notamment à Londres. Voilà. Encore 2 questions. Est-elle NFC et combien elle coûte? Alors NFC c'est une bonne question et je ne crois pas. Mais de là, En ça tout cas, il n'y a pas de logo demanderait- NFC. Non, il y a en pas de général, logo quand il y a Ça un atterrage demanderait NFC, il y a vérification. un Je vous logo. avoue que là j'ai un trou. Et alors combien ça coûte? 350 €. Ah oui. Et c'est là que Bowers a un peu de mal à se caler par rapport à la concurrence, puisque chez Bose, la Soundlink Mini est à 200 €. On a des Jabra qui sont moins chers que ça. En fait, très clairement, celle-ci vient s'opposer à la Soundlink 3 ou à la famille des Soundlink, mais pas de la Soundlink Mini. Et pourtant, moi j'aurais plutôt tendance à la positionner en face de la Soundlink Mini de Bose. Voilà. Ah oui. Voilà, Ça coûte alors moins cher. qui coûte moins cher, Ouais. voilà. Et a priori, en termes de puissance, c'est à peu près, je pense qu'on est à peu près équivalent. Bowers ne communique pas, Bose non plus. Voilà, Très Bowers and Wilkins, donc avec cette enceinte C'est vrai Bluetooth, que la T7. C'est une grande marque. Qui sort là, qui est disponible. Elle est dispo fin novembre. Voilà, c'est là, ça arrive. Merci Émeric. Et puis le test Quoi complet, très vite, Très avec bientôt, ouais. les autonomies, etc. sur C'est ça. zeronet.com. Puisque vous le savez, tous les sujets qu'on évoque dans ce Zéro en Live Hebdo, vous les retrouvez en version écrite et en vidéo d'ailleurs aussi sur zeronet.com et sur Zeronet TV. Messieurs, merci. Merci à vous. Merci Jérôme, un beaucoup. dernier petit coup d'œil sur le sondage avant de se dire bye bye ou pas? Qu'est-ce que t'en Exactement. Sondage cette semaine à propos des Google Glass. Exactement. Alors attends, j'essaye d'attraper les résultats là. Ouh là là. penses? On va y arriver. Ah oui, tu non, vas ça voir. n'a rien à voir. Je sais pas pourquoi. J'ai une vidéo qui a démarré. Non, D'accord. bah, écoute, c'est pas C'est grave. pas exactement ce que je cherchais, mais si. Et on vous demandait justement si vous croyez en fait au Google Glass. Est-ce que vous pensez que c'est la fin des Google Glass ou pas? Et vous pouvez continuer à voter. Vous allez sur zeronettv.com. Vous avez vu comment on meuble bien, c'est incroyable. Personne ne se rend compte du truc. 60% non et oui, 34% 4%. toujours. Exactement. Voilà. Voilà. Merci pour vos votes. N'hésitez pas à nous donner encore votre avis. Ce Zéro en Live Hebdo est terminé. Jérôme, on sera là bien sûr demain. Bien sûr, et puis samedi pour le JTech. Et comme tous les jours, vous le savez, 7h du matin, la vidéo du jour, que vous retrouvez à 11h sur YouTube. Voilà, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Portez-vous bien. Bonne soirée, à très vite. Salut à tous.